Salut, je m'appelle Jimmy Silvestri et je vais te lire une œuvre que j'ai écrite qui s'appelle Tania. Chapitre 6, des paroles acrimonieuses, seconde partie. Mon choix s'arrêta sur un legging en coton et un pull près du corps. Tout en laissant l'eau couler, pour lui laisser le temps de chauffer, je sortais une serviette propre. Il était bientôt 11 heures et je n'avais toujours pas petit déjeuner. Je me dirigeais vers la cuisine et sortais du frigo un pamplemousse et une banane. Je remerciais mentalement ma mère d'avoir fait les courses. Je posais la bouilloire sur la plaque à induction. Bientôt déjà, l'eau se mettait à bouillir. Je mis le thé vert à infuser dans une tasse et attendais tranquillement que 3 minutes soient passées avant de pouvoir retirer le sachet de l'eau. Des rayons de soleil caressaient mon dos. C'était une sensation très agréable qu'un nuage vint troubler. Je n'avais aucune idée sur la manière dont la journée allait se dérouler. Je n'avais rien de prévu. Mon objectif principal était de me reposer un maximum. Je ne devais rien envisager de trop fatigant. J'allais dans ma chambre et ouvrais les rideaux. Je m'appliquais à refaire mon lit. J'étais plutôt fier du résultat. Pas un pli. Je rangeai ensuite quelques affaires qui traînaient par terre. Je posai mon sac sur le couvre-lit en satin et m'y asseyai. Il était temps de faire le tri là-dedans. Cela devait bien faire quelques années qu'il n'avait pas été vidé. En y prêtant attention, je remarquai quelques marques d'usure qui n'y figuraient pas auparavant. Effectivement, je t'ai amené dans bien des endroits, lui dis-je. Que ce soit dans les transports en commun, chez des amis ou aux toilettes insalubres, ce sac m'avait sauvé la vie plus d'une centaine de fois. Je pouvais bien lui en être reconnaissante. Je plongeai ma main dans ce trou noir pour en sortir un à un les trésors qu'il contenait. Ainsi, je le débarrassai d'un paquet de chewing-gum, parfum menthe verte, de nombreux reçus aux tailles variées, mon trousseau de clés exhibant un kangourou miniature qu'on m'avait offert en Australie, une bouteille d'eau cristalline miniature qu'il était temps de jeter, des paquets de mouchoirs, une petite trousse de maquillage, quelques échantillons de parfum, un parapluie, un paquet presque vide de mes bonbons préférés et un portefeuille sur lequel mon attention s'arrêta. Mes parents me l'avaient offert lors d'un voyage en Grèce. Il m'en fallait à tout prix un pour la terminale et les années à suivre. Ils m'emmenèrent donc dans une petite boutique d'Athènes qui appartenait à un vieux monsieur très aimable. Il restera à jamais gravé dans ma mémoire comme l'homme aux 3 sourires, à cause de sa façon si singulière qu'il avait de vous transmettre sa compassion. Lorsqu'il souriait, sa bouche entraînait avec elle ses pommettes vers le haut. Ainsi, ses yeux imitaient étrangement la forme de ses lèvres quand il riait. L'homme aux 3 sourires me présenta donc ses meilleurs modèles de portefeuille féminin. Vu ses propos, il était clair qu'il était un fin connaisseur en maroquinerie. Il s'attachait aux moindres détails de chaque marchandise. Si elle se retrouvait sur son étalage, ce n'était pas par hasard. Chacun de leurs aspects, de la qualité du cuir aux coutures, tout avait été passé en revue. Celui-ci, me dit-il dans un français hésitant, est une pure merveille. Il n'y a qu'à regarder le grain pour reconnaître le talent du tanneur. Ce cuir se patinera magnifiquement au fil du temps. Il caressa de ses doigts le portefeuille en question. Il était d'un cuir pourpré, ce qui le faisait clairement ressortir du lot. Il ouvrit délicatement la fermeture éclair, comme s'il avait dans les mains une réplique prête à se réduire en poussière. Il possède de nombreux compartiments, ce qui est pratique quand on veut garder ses affaires ordonnées. À ce moment, mes parents me jetèrent un coup d'œil. Leur demande était claire et je hochai la tête. Au fur et à mesure que l'homme aux 3 sourires avait étalé les secrets de fabrication, le portefeuille n'avait cessé de prendre de la valeur à mes yeux. C'était un vendeur dans l'âme. Lorsque mes parents passèrent en caisse, le vieil homme me tendit le sac et ajouta : « En fait, posséder ce portefeuille sera comme une éternelle partie de cache-cache. Tu y trouveras toujours quelque chose de nouveau. » Puis, il arbora pour la dernière fois
avant que l'on sorte, ces 3 sourires. Je souriais seul sur mon lit à ce souvenir. Finalement, j'ouvrais le portefeuille que le temps avait patiné avec autant de précaution que le vieil homme. À l'intérieur, un véritable arsenal de cartes de fidélité, cadeaux ou autres, débordait de tous les recoins. Je me rendais compte à quel point tout cela était ridicule. Se déplacer avec ça sur soi toute la journée pour bénéficier de quelques ridicules points de fidélité, ça ne pouvait pas durer. Comment avoir les idées claires avec un tel fouillis ? Je les mettais dans un coin avec l'idée ferme et résolue de les jeter. J'y trouvais également sous une pellicule transparente quelques photos prises dans un photomaton avec Camille, Timothée et moi. Nous avions pris ces clichés à la hâte avant de prendre le train à la gare Montparnasse. Ils laissaient une trace brute de ce souvenir. Nos visages ne sont plus les mêmes. Nous ne serions plus jamais réunis, mais cette photo est là pour me rappeler que cela a bien existé. Après avoir fait le tour des nombreux compartiments, je refermai le portefeuille. Le sac était presque vide. Plutôt que de chercher difficilement dans ses entrailles, je préférais le renverser sur le lit. Malgré mon énergie pour faire tomber ce qui restait dedans, je sentais qu'un fauteur de trouble ne souhaitait pas être délogé. J'enfonçai ma main à l'intérieur et l'agitai vivement. Ainsi, mon sac accoucha de son dernier petit, le mystère spiralé de Timothée. J'en tournai la page jusqu'à celle où je m'étais arrêté. Samedi 7 novembre. Que se passe-t-il dans la tête de Tania ? Je compte bien m'expliquer avec elle. La situation a trop duré. Nous étions censés préparer chez Camille l'exposé pour la semaine prochaine en latin, mais Tania n'a soi-disant pas pu venir parce qu'elle aurait été punie par ses parents. Alors que nous l'attendions, nos portables se sont mis à sonner simultanément. Camille et moi nous sommes regardés surpris. Je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir venir aujourd'hui. Je me suis prise la tête avec mes parents qui ne veulent pas me laisser sortir. J'avais déjà commencé à travailler sur le sujet. Je vous envoie tout ce que j'ai pu trouver par courriel. Une proposition de plan ainsi que la partie que j'ai faite. Bon courage à vous. J'ai vraiment du mal à y croire. Je connais ses parents depuis longtemps. Qu'ils la punissent me semble improbable, surtout lorsqu'il s'agit d'un travail scolaire. Lorsque j'ai ajouté que ses parents ne verraient peut-être aucun inconvénient à ce que l'on travaille chez elle plutôt que chez Camille, mon message est resté sans réponse. Je ne comprends vraiment plus ce qui se passe. La vie, c'est comme en mer. C'est lorsqu'elle vous semble paisible qu'elle vous submerge. Ce dicton que mon grand-père ne cessait de répéter n'a jamais été aussi vrai. Je suis trop fatigué pour continuer à parler de ça. Bonne nuit. Replonger dans le passé est douloureux, surtout lorsqu'on a mal agi. Oui, j'ai menti. Mes parents ne m'ont pour ainsi dire jamais puni. J'ai eu beau tenter d'éviter la douleur, cette dernière a quand même réussi à me rattraper. Dit comme ça, l'affaire paraît claire. Mais les mots sont bien plus perfides qu'ils ne le semblent. Ce sont des colosses couverts de dentelle. Derrière leurs lettres régulières et arrondies, les mots blessent de leur sens pointu. Qui sait les manier a le monde entier à sa merci. Je continue ma lecture. Lundi 9 novembre. Alors que le bus nous ramenait chez nous, je suis allé parler à Tania qui était assise seule vers le milieu du véhicule. Elle libéra pour moi la place auparavant occupée par son sac. Elle avait l'air absent. Je lui demandai si ça allait, elle me répondait par l'affirmative. Néanmoins, je ressentais un froid de sa part. Plutôt que de passer par 4 chemins, j'y allai franchement et demandai des explications au sujet de samedi. Elle me confirma ce qu'elle avait avancé par SMS. Je lui ai dit honnêtement ce que je pensais de ses prétextes. Les choses se sont envenimées. Le bus entier portait son attention sur nous. J'étais venu pour régler les choses, la comprendre, et j'en ai profité pour déballer mon sac. Ça fait trop longtemps que tout ça a duré, Tania, tu ne penses pas ? J'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Maintenant, je veux savoir, dis-moi. Voyant qu'elle ne répondait rien, j'insistai. Dis-moi quelque chose, Tania.
Comment veux-tu que je puisse régler les choses si tu gardes tout pour toi? Ne me laisse pas une fois de plus sans savoir. À ce moment, elle prit son sac en main, s'excusa en me faisant comprendre qu'elle aimerait passer. Je la regardai quitter son siège et traverser l'allée centrale jusqu'aux portes automatiques. Le bus venait de s'arrêter dans un hameau aux alentours de notre village. Elle y descendit. Je ne comptais pas me rendre aussi facilement. Après un temps d'hésitation, je sortis la rejoindre. Je lui empoignai le bras pour qu'elle s'arrête. « Tania !» l'interpellai-je. Lorsqu'elle se retourna, elle se mit soudainement en colère. Elle me repoussa de sa main et s'est écriée. « Qu'est-ce qu'il y a, Timothée? Tu ne vois pas que tu me déranges? Je n'arrive plus à te supporter. »« Mais qu'est-ce que j'ai fait ?» demandai-je. « Rien, tu ne fais jamais rien, Timothée. Maintenant, je ne te demande plus qu'une chose. Ne reviens plus jamais me parler. » Elle regarda une dernière fois mon visage avant de partir au-devant. Ces mots résonnèrent dans ma tête encore et encore une longueur après qu'elle m'ait laissé seule au milieu de nulle part. Les vents de novembre soufflèrent sur moi, mais je ne sentais plus mon corps. Je ne pouvais qu'éprouver le mal de mon âme. J'inspirais douloureusement et m'étendais sur mon lit. Je fermais les yeux et revivais la scène dans ma tête. Je revoyais le regard de Timothée se vider devant moi, son sourire anéanti par mes mots. Je me mis pour la première fois dans sa peau. Des larmes coulèrent dans le silence plaintif de ma chambre. Je regrettais mes paroles acrimonieuses. Je n'ai jamais voulu lui faire du mal. Jamais. J'avais juste besoin de me retrouver seul à ce moment, et il persistait à vouloir rester près de moi. Il ne me laissa pas le choix. Je regardais devant moi et voyais le contenu de mon sac déversé sur le lit. Tout en roulant sur mon dos, je ramenais ma chevelure sur ma poitrine. Je passais les mains sous les coussins décoratifs afin de sentir la douce sensation du satin sur ma peau tout en m'étirant. Ma respiration se calmait et mes yeux lentement se fermèrent. J'ai toujours été le genre de fille qui pensait que sa vie ressemblerait à un conte de fées. J'étais studieuse, ma famille était fière de moi, j'avais les meilleurs amis qu'on puisse rêver avoir. Je pensais que rien ne pourrait perturber ce parfait équilibre. Je croyais qu'une fois mes 18 ans passés, je commencerais à boire de l'alcool, sortir en boîte. J'aurais mon premier petit ami, celui que toutes les filles rêveraient d'avoir. Je ferais l'amour pour la première fois. J'apprendrais à conduire et obtiendrais mon permis du premier coup. Je travaillerais les week-ends pour me faire de l'argent de poche. Avec cet argent, je m'offrirais ce que je veux. Je n'aurais plus à rendre de compte à personne. Je serais complètement émancipé, libre. Vers 25 ans, mon diplôme en poche, je ferais un métier que les autres rêveraient de faire, bien payé et avec peu d'obligations. Malgré les épreuves que notre relation aura endurées, mon compagnon et moi serions encore plus proches que jamais, nous effectuerions notre premier achat immobilier et partirions pour la première fois en vacances tous les deux. Nous y parlerions de nos projets, le mariage, les enfants, les moments que nous nous accorderions rien que nous deux. Vers 30 ans, je serai marié, enceinte de mon premier enfant. Je prendrai mon congé maternité pour m'occuper spécialement de mon fils, qui sera élevé dans les meilleures conditions pour devenir à son tour un parfait garçon. À cet âge, la routine commencera à s'installer. À cela suivra une période floue de vieillissement, l'apparition de petits-enfants, le décès de mes parents, celui de mon mari, puis le mien. Ce qui fait le plus mal, c'est que j'y croyais vraiment. Jamais je ne me serais douté de ce qui m'attendait. Une profonde solitude, un travail pénible qui n'offre aucune perspective dans une ville où les habitants laisseraient les gens mourir en face d'eux sans penser à autre chose qu'à eux-mêmes. Et maintenant le deuil de Timothée. Plus je découvrais le monde, et plus je me rendais compte que la vie que j'avais rêvée pendant tant d'années n'avait aucune place ici. Cette vie n'existe pas. Elle ne représentait que les restes des fantasmes d'une naïveté adolescente, mortifiée par cette merveilleuse société. Une profonde tristesse alourdit mon âme.
Voilà, c'est la fin de la seconde partie du chapitre 6. Si tu as écouté jusqu'ici, sache que je t'apprécie. Suis-moi sur les réseaux parce que c'est là-bas que je publie les infos sur mes nouveaux projets. Je mettrai les liens dans la description. Et pour finir, profite de ta vie et je te dis à bientôt.